Voilà, on donne la bienvenue à Nemik Cornelissen et Stanislav Żukowski, qui vient du laboratoire MSC de l'université Paris-Cité, et Stanislav il fait un doctorat, un co-tutelle avec l'université de Varsovie. Donc voilà, ils vont nous parler donc, de la morphogénèse du système gastrovasculaire des méduses. Voilà, on a ici tous nos protagonistes sur la table, et je leur laisse la parole avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Matt, pour l'invitation. Je vais parler sur la morphogénèse du système gastrovasculaire de la méduse Aurelia. Et vous voyez là la méduse Aurelia, et vous voyez aussi quelques-uns qui nagent dans un aquarium. Et pour nager, la méduse doit tourner dans le flot. Si j'arrête le flot, je fais un flot avec l'air ici, et si j'arrête le flot, ils vont tous descendre et ils ne bougent plus, ils vont mourir. Mais dans le flot de l'eau de mer, normalement dans la mer, et dans notre laboratoire, on provoque le flot, et comme ça, il nage tranquillement et il grandit quand on les nourrit bien. Qu'est-ce que c'est le système gastrovasculaire? Vous voyez quelque chose, les 4 ronds. Ça, c'est les estomacs, en fait. Et les estomacs, sous les estomacs, ici, je ne sais pas si on peut bien voir ici, mais vous voyez les grands bras là, et entre les bras, il y a les bouches centrales dans la méduse. Et là, ils mangent, et tout va dans les 4 estomacs. Et après, ça distribue via les canaux qu'on voit ici, qui sont bien branchés. Et après, ça va dans un canal qui fait le tour de la méduse, et ça revient. Je vais vous montrer plus précisément comment ça marche. Mais ça, les estomacs et les canaux, pardon. Je ne suis pas française, je suis désolée, je vais faire beaucoup des erreurs, mais j'espère vous me pardonner. Il y a des canaux, et les canaux, nous on fait l'étude pour comprendre comment ce réseau avec des canaux se développe. Et je vais parler de ça. Je ne pense pas que je dois approcher. Ça, je peux approcher comme ça? Ça gêne? Ok. Voilà. Les réseaux. Il y a beaucoup de réseaux dans la nature. On voit les réseaux qui branchent, par exemple le poumon. Ça, c'est les bactéries. On voit là, ça c'est les champignons, ça c'est un champignon, comment ça s'appelle encore, le mucus qui communique avec les arbres, qui est sous la terre. Mycélium, pardon. Une feuille qui fait un réseau aussi. Ça c'est le delta de rivière de Yémen. Ça s'appelle, comment ça s'appelle, lightning en anglais. Pardon? Un éclair. Un éclair, bien sûr, un éclair. Ça, très intéressant, ça tu vois les 2 personnes qui regardent dans un avalanche, non, ça c'est la neige qui pousse depuis très longtemps. Les glaciers. C'est un glacier. Et vous voyez les gens qui regardent et qui font des jolies branches aussi. On voyait la méduse. On voyait, ça c'est les réseaux sanguins. Ça c'est un physarum. Ça c'est une expérience physique, on va parler beaucoup.
Les villes, c'est aussi un réseau. Ça c'est les rivières encore, mais c'est un delta. Et ça c'est aussi un organe de mer, un animal de mer qui s'appelle la gorgone. C'est les grands les gorgones qui sont dans la mer. Et c'est les très grandes feuilles qui bougent avec la houle. Les goémons. Non, ça s'appelle les gorgones. Et en anglais, ils s'appellent ça aussi sea fence. Et ça, c'est une gravure. Je vais parler de ça aussi, les frisures, quand on fait ça bien dans le labo. Je veux dire, les réseaux que je vous montre, ils font les ramifications, ça veut dire ils poussent, il y a un doigt qui pousse et ils se splittent. Et encore, ça se split, ça se split, ça se split. Et ça fait des réseaux comme ça qui se splittent tous les temps. Mais il y a aussi les boucles qui peuvent apparaître. Hein? Et là, le branch ou le doigt qui se split, il se reconnecte. Et ça fait, comme on voit très bien dans les réseaux sanguins, ça fait une jolie boucle. Ou dans le river delta, ici, hop, un petit canot qui branche les deux, et ça fait une boucle. Et c'est aussi le cas dans la méduse. Et nous, on essayait de comprendre comment ces boucles sont faites et comment les canaux de réseau vasculaire de la méduse, le réseau, comment ça se forme. Il y a beaucoup de gens qui sont travaillés sur ça. Ça c'est Camille, c'était mon premier étudiant en thèse. Solène Song, deuxième étudiant en thèse. Et Stanislav Žukovský, qui est là, qui va m'aider avec les expériences. Et il y a Lena, qui sans Lena, il n'y a aucune méduse dans le labo parce qu'elle les soigne avec beaucoup d'amour peut-être. Ouais. Et un étudiant, Marianne, qui est là aussi, et c'est un étudiant en stage, elle est sur Master 1. Now, on se demande comment le réseau de canaux est formé. Et vous voyez ici, encore, pour répéter, ça c'est les estomacs ici, et les canaux, la nourriture va dans l'estomac, il y a des canaux droits, je ne sais pas si vous voyez voir ici et ici, et ça va via le canal droit, ça va dans le canal qui fait le tour, et ça revient dans les estomacs ou directement dans le lot de mer. Ça veut dire que c'est une circulation ouverte. Et les canaux droits, on peut beaucoup mieux voir ici. Là. Et là, et ça, c'est le réseau qui se split. Là, je vais vous montrer un peu plus précisément. Ça, c'est le cycle de vie de la méduse, qui est très spécial. Le cycle de vie de la méduse n'est pas née comme une méduse. La méduse est née comme un polype, qui est attaché sur un support. Et on peut faire ça c'est la polype, tout en haut. La polype peut faire son vie toute seule, il mange, il mange, il peut... Moi, j'ai jamais vu mourir un polype en fait, mais j'imagine que ça meurt aussi. Mais ils sont très très costauds et ils mangent. Et dès qu'on baisse la température de l'eau, nos polypes sont en 20 degrés dans notre laboratoire. Dès qu'on baisse la température de l'eau à 10 degrés, ils commencent à se métamorphoser. La métamorphose commence. Et je vais vous montrer la métamorphose en... attends, je vais
d'abord vous montrer ça. Ça c'est Marianne qui travaille sur ça. Elle travaille sur cette métamorphose. Comment ce polype, qui était avant juste une bouche avec les lèvres qui peuvent se fermer et les tentacules qui sont attachés à un support, et ils se métamorphosent en petites méduses. Et ça se fait comme ça. D'abord, ce petit polype, il se transforme en petite assiette en fait, des petites assiettes. Et ces petites assiettes, ils commencent à se onduler. Et quand ça s'ondule, petit à petit, les petits bras vont apparaître. Et après, on a toute une pile des assiettes avec les méduses. Ça, c'est les larves de méduses. Et une par une, ils vont partir. Et maintenant, je vais regarder comment je change. Ah non, j'ai fait quelque chose de mauvais, peut-être. Ok. C'est bon comme ça? Oui. Et ça, là, on voit les polypes. On voit les polypes qui viennent de manger. Ils sont tous oranges parce qu'ils ont mangé des artémias qui sont oranges. Ici, à votre gauche. Et ça, c'est les polypes qui sont en train de strobuler. Et après, quand ça strobule, on a des tout petites, et je ne peux le pas montrer avec les caméras. Ah oui, tu peux montrer peut-être. Si on regarde bien, je ne sais pas si vous arrivez. Je dis focus. Ah oui, oui. Oui, on voit les petites efférules qui sont nées. Et je vous faire. Si vous bougez un petit peu, ils vont nager. C'est des petites étoiles qui bougent. Ah, super, Stanislas, c'est vraiment très joli. Voilà. Voilà. C'est bien comme ça. Ça, c'est le cycle de vie. Et là, ça, c'est ce que vous voyez dans les petits tubes. Ça, c'est les férules, qui est tout petit, c'est 2-3 mm. Et ça peut se grandir en un grand méduse comme ça. Qui peut être, moi à Guadeloupe, où il fait chaud et la méduse se développe très bien, il peut être grand comme ça. C'est jusqu'au vraiment très grand. Et ça devient tous de ces petites polypes. Et il y a les femmes méduses et les hommes méduses. Et après, ils peuvent faire des œufs. Et les œufs, ils se développent en planula. Et les planula se développent, ils flottent dans la mer, ils vont se mettre bas dans la mer et après les polypes peuvent se développer de ces planula. Ils sont attachés à une support normalement. Ils flottent. Ça c'est le cycle de vie. Encore une fois les détails des photos que Marianne a fait. Et après, on a cette petite efférule qui a déjà un tout petit vaisseau. On voit des photos jour à peu près de développement du canal de la méduse. Et là, j'ai fait un schéma. Et on voit en rouge, ça c'est les vaisseaux. Et ces vaisseaux, ils se splittent. Hein, le vaisseau rouge en B, ça se split et il se reconnecte à l'autre vaisseau. Après, ça fait une petite S. C'est un peu compliqué avec toutes les couleurs. C'est pas très important pour l'expo pour vraiment comprendre comment ça marche, tous les détails. Mais petit à petit, il y a un adolescent qui est là, qui a
un triangle ici, le canal droit ici, et la méduse est à peu près rond. Et c'est ça, c'est la méduse qu'on voit ici, qui nage ici. Ça, c'est les juvéniles ou les adolescents, qui sont déjà, qui sont ronds déjà, qui sont plus les petites étoiles que vous avez vues, mais qui sont ronds et qui sont un canal droit et un canal triangulaire. Et les nouveaux canaux, maintenant, ils poussent d'ici. Le canal circulaire qui fait le cercle de la méduse. Dans le labo, ce qu'on typiquement fait, on fait les time-lapse. Ça veut dire, chaque jour, on regarde, est-ce que tu es grandi et comment on les regarde. Peut-être tu peux montrer je vais encore. Non, tu me dis quand tu es prête à peu près. Je vais expliquer plutôt qu'est-ce qu'on voit. On voit chaque jour, ça grandit beaucoup. J'ai gardé la méduse dans la même taille, hein, mais l'échelle devient plus en plus petite. Je ne sais pas, ça c'est 5 mm, ici, ça c'est 5 mm. Ça veut dire il explose. Il explose surtout quand il a son estomac. Et là-bas, vous voyez tous les petits trucs noirs. Ça c'est les artémias qu'il a mangés. Et il grandit et on voit très bien que les nouvelles vaisseaux, on a le vaisseau triangulaire, le vaisseau droit, et il habite comme ça. C'est noctante, on s'appelle ça le noctante. Il habite comme ça. La méduse a aussi des yeux. Les octantes sont autour d'une œil, un œil qui s'habille. Et le canal se grandit du canal circulaire. Il faut en changer pour la caméra. Ah oui. Arrêtez l'appareil, c'est ça. Maintenant on va regarder si on arrive pour montrer. Ah voilà. Ouais. Et comme ça, Stanislav a pêché une méduse. Il l'a mis sous le microscope. Normalement, notre microscope est un peu plus performante, qui voit plus de détails, mais je dis bravo, c'est vraiment très joli. On voit bien le canal, il est bien développé. On voit les 4 estomacs tout petits encore, et on voit aussi les canaux droits avec le triangle et les nouveaux vaisseaux qui viennent d'arriver. Et c'est typiquement la morphologie des réseaux de la méduse au début de sa naissance. Des fois, des fois ça ne marche pas du tout. On a oublié de le nourrir ou on était empêché une journée. Il faut le vraiment très régulièrement nourrir. Ça c'est la vraie importance. Parce que sinon, les vaisseaux ne se développent pas très bien. Voilà. Et quand on regarde plus précisément, après on fait beaucoup d'analyse d'images. On a toutes ces photos de la méduse et après on peut essayer de comprendre comment ça grandit. Et la première chose qu'on a fait, on a tracé les vaisseaux qu'on voit ici, ce vaisseau triangulaire avec les vaisseaux droits ou les canaux droits. De canal circulaire, on trace et là, le lendemain, il a déjà des petites bourgeons ou sprouts en anglais. Je ne suis pas sûre si bourgeon était le bon mot français. Oui, ça se dit comme ça. Il grandit. Et ça grandit et ça grandit et voilà, il a fait son premier boucle. Et quand on regarde encore, maintenant on a tracé les vaisseaux, on peut les analyser mathématiquement. Et une analyse qu'on fait, c'est pour calculer comment ça grandit. Et on fait, par exemple, au début, on a mesuré toutes les distances dans le réseau. Il y a les nœuds où 3 vaisseaux se rencontrent. On peut
mesurer toutes les distances de nœud à nœud. Et après, on peut faire la même chose pour le jour après, pour le jour après, pour le jour après. Et ça nous donne une impression comment la méduse grandit. Et on a vu, ça grandit partout la même. Tu peux aussi imaginer que ça grandit que au bord, par exemple. Mais la méduse, il grandit comme tu gonfles un ballon. Vous voyez, c'est une dilatation partout. Ça veut dire que les cellules partout sont en train de grandir. Et ici, on voyait très bien, moi j'ai pris le jour 3 et le jour 4, je l'ai mis en vert ici, et j'ai superposé le jour 4. Mais d'abord, j'ai grandi jour 3, 18%. Et maintenant, je sais, ma méduse a grandi 18% de son surface. Et je le superpose sur le D4, et qu'est-ce qu'on voit? Que la méduse, il grandit, c'est 18%, c'est le nombre que j'ai calculé avec mon mesure de distance entre les nœuds. Et je l'ai superposé sur jour 4, et on voit aussi très bien, tout se dilate. On s'appelle spatial homogeneous, homogène dans l'espace, mais les bourgeons, ils vont plus vite. Ouais, parce que les roses, ils dépassent les verts. Quand je dilate 18%, ça ne grandit pas avec la même façon. Ça veut dire les sprouts, ils invagirent le tissu. Donc maintenant, on va encore un peu... on va d'abord parler sur la croissance idéale. Parce que c'est beau quand on voit la méduse. C'est vraiment... tu as l'impression qu'il ne fait pas n'importe quoi. Et maintenant, si on voit cette image, on peut retracer comment il était grandi, très facilement en fait. On regarde... Ça, c'était le premier vaisseau qui sont apparus. Et on sait maintenant qu'il y a les nouvelles sproutes qui arrivent de bord de la méduse et qui grandit. Et après, il y a encore les nouvelles sproutes qui arrivent juste entre deux vaisseaux qui existent. Et ça grandit encore une fois. Et tu as cette réseau qui est presque fractal. Hein. On fait toujours la même chose. On a un petit vaisseau qui arrive de son bord et il se connecte à peu près demi-chemin de notre vaisseau. Mais ce n'est pas simplement toujours la même. Il doit faire un choix. Ici, la sprout, il pourrait aller tout droit et à droite ou à gauche. Mais il va à gauche. Et ici, il pourrait aller à gauche ou à droite. Il va à droite. Et ce qu'on observe, il se connecte toujours à la canal le plus jeune. Et la question qu'on se demande en premier, c'est pourquoi? Pourquoi il se connecte à la canal le plus jeune et pas à un autre canal? Pourquoi il le fait si beau comme ça? Et juste pour dire, ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, hein, parce que c'est la biologie quand même. Hein, ce n'est pas une expérience physique où on peut répéter 1000 fois et toujours, on a toujours le même résultat. Non, c'est la biologie et on voit dans certains cas, ça se fait très bien, j'ai indiqué avec les petits ronds. Quand ça se passe bien, il se connecte à le plus jeune canal. Mais ici, qu'est-ce que je peux faire là? Il se connecte pas ici. Il va se connecter à le mauvais canal. Il y a encore ici aussi. Il ne fait pas comme il faut. Ici,
le grand verre, il ne se connecte même pas du tout, il va complètement en haut vers l'estomac. Et des fois, il y a, ça c'est les méduses, ils étaient envoyés par le musée de Cherbourg, à Cherbourg, en Normandie. Ils exposent les méduses dans leur musée, ils me font envoyer les petites méduses et je vois, et ils sont sauvages. Moi j'ai une espèce qui aime, c'est une histoire en si qui est très, très sympa. Moi j'ai une espèce Roscoff, il s'appelle, c'est Aurelia aurita qui s'appelle Roscoff. C'est un collègue du Japon qui m'envoie parce que cette espèce, ils ont fait le génome avec. Et si on veut faire la génétique avec, c'est bien pour travailler sur cette espèce. Ça, c'est les espèces sauvages. Et il fait, et la morphologie de réseau est très, très différente. Et en plus, même quand ils viennent tous d'un polype, ça c'est 3 petites méduses qui viennent d'une polype, ça veut dire c'est les clones. Ils sont toujours très différents l'une des autres. Ça veut dire que ce n'est pas que des gènes qui jouent un rôle sur comment les méduses, comment le réseau est fait. On a compté, si je prends mon espèce de Roscoff, et on a compté combien de fausses connexions ils ont fait, et on va, ça c'est un histogramme, et on compte, il y a très peu de petits nombres de fausses connexions. Mais il y a beaucoup, il y a beaucoup entre 10 et 20 fausses connexions, mais quand très beaucoup de fausses connexions par octone, on a très peu. Ça diminue par le temps. C'est un histogramme qui est pas comme un Gaussian, qui est symétrique, mais il est tilted. Et ça nous indique que les événements pourraient être indépendants. Et c'est pour ça on a pensé, ça pourrait être le base de cette croissance pourrait être lié à les instabilités. Quand c'est indépendant, c'est comme le bruit. Le bruit, c'est aussi indépendant. Quand on a un signal qui fait ça c'est les événements indépendants. Et c'est pour ça on a commencé à se demander, on a gardé les instabilités et on a gardé qu'est-ce que c'est la physique qui fait les boucles. Et le premier qui nous apparaît très intéressant pour regarder, c'était les frisures ou les craquures. Je vais vous montrer plus précisément. C'est ici. On a gardé l'analogie avec la propagation des craques. Et un crack. Attends, Stanislav, je te besoin. On va regarder. Vous m'attendez toujours? Oui. Attends, une petite. Ici? Oui. Ici. Oui, on commence d'abord parce que rien. Mais si on fait une petite nucléus, ça craque. Voilà. Et si on me fait maintenant encore une petite. Ah, voilà. Vous voyez, ça c'est un crack. Et première génération, deuxième génération. Parce que dans les cracks, qu'est-ce qu'il passe? Tu as intention, on a tiré sur le papier
Et il y a une tension dans le crack. Dans les cracks, il y a les endroits où il y a les faiblesses. Oui, exactement. C'est les faiblesses. Et là où il y a les faiblesses, le crack peut se propager. Et le crack, il détend la tension. On a fait une grande tension et le crack est là pour détendre la tension. Et quand tu as fait le premier crack et la tension est homogène, un deuxième crack peut venir pour se connecter à le crack principal. Et si il fait ça 1000 fois, tu peux avoir un pattern qui est comme ça. Et le grand message est, le crack peut détendre la tension et toujours perpendiculaire sur la tension. Et dans la méduse, est-ce qu'on a de la tension? Il faut regarder comment les vaisseaux, comment ils sont dans leur environnement. Il faut regarder l'anatomie. Et la méduse, les vaisseaux, ils sont juste au-dessus du muscle. Ça veut dire ici en rouge, c'est les vaisseaux. La bouche, les bras, la bouche avec les estomacs qui rentrent dans le vaisseau. Mais cet réseau vasculaire, ou le réseau, il est connecté sur une feuille d'endoderme, ça s'appelle. C'est une feuille d'endoderme, c'est une feuille unicellulaire. Je vais vous montrer plus précisément, c'est ici. On voit ici des coupes histologiques. On voit les cellules de canal ici. On voit le muscle ici. Et ça, c'est le mésoglia, le gel. Et ça, c'est cette fameuse feuille d'endoderme. C'est unicellulaire, c'est comme des œufs à plat. Je suis désolée pour... comme les œufs à plat qui sont... C'est très 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 fin, et avec les nucléus qui sortent. Cet endoderme, il est très important pour le réseau vasculaire. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il passe sur le niveau cellulaire, mais ce qu'on a, on a fait l'hypothèse que dans l'endoderme, tu peux avoir, parce que le muscle se contracte, et dans l'endoderme, il y a un stress. Ce n'est pas le stress comme ça, qui sous tension, mais c'est un stress de compression. Parce que le muscle, la méduse se contracte et se relaxe. Il se contracte et se relaxe. Et cette tension de compression est relaxée quand il y a un vaisseau qui grandit. Parce que le vaisseau, il n'est pas vide, il y a de l'eau dedans, mais de l'eau peut se facilement déplacer. Ça veut dire, quand tu contractes, quand tu fais la contraction de la méduse, les vaisseaux peuvent se collapser. Il peut devenir et se défendre très facilement. Et c'est ça que, c'est juste pour dire, on a cette analogie de crack, et c'est ça que Camille Gambini a mesuré, elle a regardé, parce que sous le microscope, on peut regarder les contractions. Et c'est les petites contractions comme ça, c'est pas comme il y en a, mais c'est les petites contractions quand il est sur le dos, comment Stanislav vient de vous montrer. Il est sur son dos, plat, mais il fait les petites contractions et on voit que quand on mesure ça bien en orange, on voit le jeune canal et le vieux canal. Et le jeune canal, il devient beaucoup plus petit, ou pas beaucoup plus petit, mais un peu plus petit que le vieux canal. Ça veut dire que nos plus anciennes sont plus doux. Et ici, vous voyez les différentes déformations de vieux canal dans 6 méduses qu'on a observées. Et quand on fait la modélisation numérique,
on fait un modèle qui est très simple, mais on fait un modèle avec c'est un modèle 2D, c'est numérique, c'est dans l'ordinateur. On dit, on a la méduse, hein, il est ici, on prend un petit bout de la méduse et on le déforme pour le compresser dans un plus petit cercle. Ça veut dire cet petit bout devient plus petite, c'est pour mimiquer les contractions. Et là, avec un programme qui s'appelle COMSOL, tu peux calculer les stress qu'il fait. Et les stress sont indiqués ici dans les barres couleurs qu'on voit ici. Le bleu, il y a presque, il n'y a pas de stress ou même un stress négatif. Et le rouge, il y a un grand stress. Et on voit, le stress se concentre sur le type de vaisseau. Ça, c'est normal. Mais si on regarde encore un peu plus précis, dans cette simulation, on voit, si on regarde ce stress autour du type, ce stress n'est pas complètement symétrique. C'est vraiment un champ de stress qui est très haut sur les lignes qu'on voit là. Et on a tracé le tour de vaisseau en noir, bleu, rouge, vert et orange. Et on a regardé qu'est-ce que c'est la hauteur de cette stress. Et on voit qu'il y a deux bosses. Et le grand boss est à côté, le canal jaune rigide. Ça veut dire, sur notre analyse numérique, qui est très théorique, ça veut dire que cette stress est plus haut à côté de ce jaune canal. Et ça pourrait être un signal, le stress pourrait être un signal pour guider le sprout vers le canal jaune. Mais on voit deux bosses. Et ça, c'est typiquement dans une instabilité. Il pourrait être, quand ça change, les conditions changent un tout petit peu, ça peut aussi facilement aller à l'autre côté. Et vous voyez, les deux bosses, le différent n'est pas très grand. Je n'arrive pas à vous montrer avec mes doigts, mais ça peut se changer très facilement, ça peut faire un switch, il peut aller aussi à l'autre côté, ou peut-être même tout droit, ce qu'on observe. Mais notre proposition, c'est que les instabilités de contraintes mécaniques favorisent les connexions asymétriques. Et là, on a toujours la grande question, c'est sur le niveau cellulaire. On ne sait pas qu'est-ce qui passe, mais on sait que le stress peut jouer un rôle. Et après, là, tu vois, le grand stress, ça peut guider le canal. Ça peut dire à les cellules, ok, le canal, les cellules endodermes ou de canaux, ils sentent un grand stress sur le type. Et où le stress est grand, je vais fabriquer mes cellules pour détendre ce grand stress comme dans les craques. Et ça continue jusqu'au ça se connecte. Et ça pourrait être un mécanisme. Mais Stanislav était venu dans le labo et il a dit, mais il y a aussi quelque chose de spécial, il ne se connecte pas du tout. Il y a aussi beaucoup de vaisseaux qui grandissent et ne se reconnectent pas du tout jusqu'au estomac. Il échappe le réseau en fait. Et comment ça peut se faire? Stanislav a aussi travaillé sur les rivières, il est plutôt pas sur les stress et la mécanique, mais il est plutôt sur les systèmes hydrodynamiques. Il a dit, mais ça c'est une signature de hydrodynamique. Et on a regardé ça ensemble un peu plus proche. Vous voyez ici, il y a des canaux qui
grandit, le canal vert, les deux canaux verts ici, ça grandit, ça se connecte en estomac. Et quand ça se connecte en estomac, le jaune, le bourgeon juste à côté, il se connecte tout de suite. On ne voit jamais un canal qui a percé et un deuxième canal à côté qui ne se connecte pas. C'est toujours comme ça. Et on a se demandé, qu'est-ce que c'est cette analogie? Et Stanislav, je vais te demander pour faire cette... comment créer les boucles dans une chambre hydrodynamique. Et je vais aller sur... Partager. Arrête de partager. Stanislav va le faire pour vous. C'est bien. Ça c'est une expérience qui s'appelle Safman-Taylor. C'est deux très fameux chercheurs sur la hydrodynamique. Et cette expérience, je pense, c'est un classique dans tous les gens qui font l'étude physique pour comprendre comment ça marche. Stanislav, il va mettre le huile dans le plat. Voilà. Et maintenant, ce qu'on voit, le front, il y a l'air. Ici, ça c'est une goutte de huile. Il est bien rond. Il va mettre une plaque dessus. Une plaque avec un trou au milieu. Tout doucement. Voilà. Très joli. Et ça pousse. Vous voyez, ça grandit. Et ça grandit et c'est le front, il est stable. Parce que ici, on voit... c'est la caméra, parce que sinon je... Ici, il y a un front entre le huile et l'air. Et parce que le huile est plus visqueux que l'air, le front est stable. Mais qu'est-ce qu'il passe quand Stanislav va souffler dans cette boule? Voilà. Il y a, si vous voyez, vous avez bien vu, il y a un très bel réseau qui arrive, mais c'est les ramifications. Normalement. Les gens regardent ça comme un système modèle de ramification, pas des boucles. Et maintenant, je vais revenir à ma présentation. Merci beaucoup. Parce qu'ici, on fait la même expérience, mais avec une caméra, et je vais essayer de regarder. Il faut cliquer. Voilà, on a cette ronde, on souffle. Et ici, on souffle avec le lot, ça va un peu plus lent. On souffle et on voit, il refait, vous voyez ici, il y a le percé qui va trouver l'air à l'autre côté. Et là, il y a un autre doigt qui se reconnecte. Ça veut dire quand ça, le doigt pousse jusqu'à l'autre côté du bord, il y a ça s'appelle un percé, et après il y a le deuxième doigt, de la petite doigt, qui se reconnecte. Et pour comprendre ça, quand le bord est toujours là, et c'est pas encore percé, il y a une grande pression dans cette doigt. Et quand on perce, la pression dans le doigt, dans le branche ou le doigt, soudain s'abaisse. Et là, le petit doigt peut sentir qu'est-ce qu'il passe. Stanislav, il est très fort. Ah oui, ça c'était.
Stanislas il est fait très fort en théorie, mais il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est le rapport de mobilité. Je voudrais vous bien expliquer parce que si vous ne comprenez pas, c'est difficile à comprendre la suite. Ça veut dire qu'on fait encore une expérience avec ville, l'eau et air, on ne peut pas faire. Mais c'est juste pour vous montrer, et Stanislas va vous montrer. Ah oui, bien sûr, pardon. Avec voilà. C'est une goutte d'huile, une goutte de l'eau. Si c'est facile. Ok, il y a une goutte de l'eau et il y a une goutte de huile en orange. Et si on tilte le petit plaque où on a mis les gouttes, on voit l'eau, il va bouger plus vite que l'huile. Et le rapport entre les deux vitesses en fait, ça s'appelle la mobilité, le ratio de mobilité. Le rapport de mobilité. Et c'est très important parce que si on injecte par exemple quelque chose, l'air il a une grande mobilité et le rapport entre ville et air, c'est une grande mobilité. Mais si on pourrait pousser par exemple le glycérine dans ville où la mobilité se baisse beaucoup, la physique devient très, très différente. Et je vais vous montrer comment la physique se change. Voilà. Ok, ça c'est la théorie. On a en bleu foncé, il y a les doigts qu'on a vu qui bougent, c'est l'air qui pousse, de ville. Et ça c'est la face envahissante. Et c'est en bleu foncé. En bleu clair, il y a les choses qui est poussée. Dans le soft monté qu'on a vu, c'était le ville. Et maintenant, on peut dire, on a par exemple une pression ou quelque chose qui est haute, une hauteur, qui donne, ça c'est l'entrée, on crée un champ de gradient dans cette configuration. Et le champ de gradient, l'entrée, la pression est 1 et à la sortie, il est 0. Et maintenant, on peut calculer comment la pression est distribuée. Et il faut savoir qu'on utilise beaucoup des courbes de niveau. Et les courbes de niveau, c'est comme des courbes de niveau dans une carte. On a le Mont-Saint-Michel. Et quand les courbes sont très proches une des autres, on sait très bien, si on fait beaucoup de promenades, on sait très bien, il faut monter terriblement pour... la montagne est très raide. Et quand les courbes sont loin l'une des autres, la gradient est beaucoup moins. On peut marcher doucement. C'est la même chose ici. Ici, on voit la phase 1, la pression 1 est ici. Et ici, il y a les courbes de différentes valeurs, avec la même valeur, et la sortie 0. Et ici, on voit, là, le gradient est très grand. Et c'est là où le petit doigt pousse. Mais le doigt à côté, il voit rien. Ça veut dire qu'il ne pousse pas, parce que les doigts dans l'hydrodynamique, ils poussent avec la grande gradient. C'est là où le flot peut y aller et où le doigt peut grandir. Et ces doigts, ils ne voient rien. Maintenant, ça c'est mobilité à peu près ville et l'air. Si on baisse maintenant la ratio
des deux médias, on va voir une autre chose. Allez, ça c'est juste pour dire, le petit doigt pousse pas et le grand doigt il pousse beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui passe quand on baisse cette ratio de mobilité? Soudain, notre gradient, le champ de gradient est changé. Et on voit que avec les grandes mobilités, la pression haute de 1, il était tout dans le doigt. Le doigt était 1 et à la fin du doigt, il y a un grand gradient et ça baisse sur 0 et il grandit. Mais ici, c'est très différent. Ici, le grand doigt, il a déjà un gradient de lui-même. Il n'est pas tout complètement haut. Il est, on voit les lignes qui traversent le doigt. Ça veut dire ici, il y a un gradient de pression. Et le petit doigt, il sens aussi maintenant la gradient. Et bien sûr, le grand doigt, il pousse encore plus vite, parce que le gradient est plus grand ici, mais quand même, les petits doigts, ils sentent aussi un gradient. Et cet gradient va légèrement vers le grand doigt, parce que ils se sentent une des autres, parce que maintenant la pression se baisse dans le grand doigt, et ça attrape le petit doigt en fait. Et qu'est-ce qui passe quand le grand doigt perce, la percée? C'est la simulation Stanislav a fait aussi. Ça fait la même chose. On voit, dès que le grand doigt il perce, le petit doigt va aussi, il est aussi attracté par le grand doigt parce que soudain la pression baisse dans le grand doigt et il y a un gradient dans le grand doigt qui attrape le petit doigt. Et on pense que c'est ça qui passe dans la méduse. Quand il y a un percé, il y a le canal jaune qui est attracté par le canal qui est percé. Maintenant, on a un petit souci parce qu'on dit, attends, juste pour vous dire, ça se passe dans beaucoup de systèmes. Ça, c'est quand on dissout le plâtre de figure B là en haut, on dissout le plâtre, on a une petite plaque comme celui-là, on met le plâtre dedans, on met de l'eau et l'eau dissout le plâtre. Quand c'est dissous, c'est noir. Et quand c'est pas dissous, c'est blanc. Et on voit, dès qu'il y a un percé, clac, il se reconnecte. Ça, c'est une expérience qui est faite par les Hollandais à Eindhoven, qui, ça c'est vous avez me dit déjà, le lightning, l'éclair. L'éclair, ça c'est l'éclair. Il y a un anode et un diode, il y a une différence de voltage, et tu peux faire les éclairs dans le labo. Et là, ils voient, et ici on n'a pas fait les deux caméras, mais ils ont filmé ça en 3D en fait, pour voir si c'est pas un croisement de lightning, parce que ça c'est les grandes discussions dans les éclairs, mais ils se reconnectent vraiment. Quand il y a un éclair qui tombe sur la Terre, un autre éclair peut se connecter à l'éclair qui est tombé sur la Terre. C'est ça qu'on voit ici. Et là, c'est ça qu'on a vu avec le soft Nanterre, on peut avoir cette reconnexion. Et on le voit aussi dans la méduse. Ça veut dire c'est un phénomène qui est très général. La percée est très générale dans les systèmes hydrodynamiques. Mais maintenant, on a un problème parce qu'on a un champ de contrainte
qui sont des craques, qui dit ok, on va vers le plus jeune vaisseau, le canal le plus jeune, et ça c'est un phénomène de stress plutôt, et on a un phénomène hydrodynamique dans les deux, dans une méduse. Mais quand on regarde les autres espèces, non, je suis désolée, je dois d'abord plus faire de détails sur les craques. Parce que heureusement, on a quelqu'un dans le labo qui fait sa thèse, c'est Célène, qui fait sa thèse sur les craques. Et ça c'est Stéphane, c'est son PhD advisor. Et là, il fait, il goûte, il met les clés dans un support. Et après, ils mettent ça dans une tente noire et ils ont une caméra au-dessus et on peut voir, chaque minute, ils font une image et on peut voir comment ça se développe. Et on voit ça ici. Malheureusement, ça se passe très lent. On a un résultat après 2 ou 3 jours. Je ne peux pas vous montrer ici, sauf avec ce petit papier que je porte toujours. Et on a ça aussi, ah oui, je peux vous montrer, avec Stanislav, je peux vous montrer. C'est un artiste qui est inspiré par des expériences et qui se plaît pour faire les pièces d'art comme ça. Mais pour regarder, on voit ici, je ne sais pas, si on va lancer, ici on voit les timelapses, on voit les craques apparaître. Et Célène, et on voit très, très joliment, ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a un front qui pousse. Je ne sais pas si vous voyez ça, c'est le noir. Et ça veut dire, ici, c'est sec, et là, c'est mouillé. Je vous montre encore le film. Ça veut dire, ici, ça sèche autour de deux craques initialement, et le front pousse, et il y a les craques qui sont juste un peu avant le front. Et il explore l'environnement, on peut même faire le demi-tour, c'est passionnant. Et tu peux faire toute une zoologie des formes de craques. Et Célène a travaillé dessus, et avec Célène, on a vu, mais ce n'est pas toujours les boucles qu'il fait. C'est aussi, tu peux avoir, on voyait encore ici le front, ça c'est sec, ça c'est mouillé, et il y a les craques qui vont tout droit, et qui se même split. Comme, ça veut dire aussi dans le monde de tension, on voit, on n'a pas toujours les boucles. Ça veut dire qu'il y a peut-être une transition entre les deux. Et c'est ça que on voit une transition entre la ramification vers les boucles. Ça veut dire, et Célène a très bien dans les craques aussi, on voit quand le séchage est joliment homogène, et c'est surtout quand il a une épaisseur très grande, une grande épaisseur, on voit les boucles apparaître. C'est un gradient homogène, juste comme dans les boucles on voit dans l'hydrodynamique. Et là, quand le gradient est fort, on voit qu'il se rééquilibre. Et on a les doigts qui poussent, comme dans le soft-mantel qu'on a montré, et comme dans la situation de High Mobility Ratio, que Stanislav a montré avec les expériences numériques. Et avoir compris ça, on voit dans la méduse, on a une méduse, on voit les deux phénomènes, on voit cette transition dans une méduse en fait, mais on voit aussi
quand on regarde les différents méduses dans une sous-classe de discoméduses, qui sont toutes une umbrella, on voit aussi très fort cette méduse-là qui s'appelle the Lion's Mane Jellyfish, qui naissent dans toutes ces méduses, ils naissent en mer du Nord. Mais celui-là, il branche parfaitement, il ne se reconnecte pas du tout. Et cette méduse-là, le barrel jellyfish, il est complètement réticulé. Et on voit ça encore aussi dans les autres systèmes. Camille Lescaut, elle travaille sur les plantes dans le labo. Et elle m'a montré que là, les plantes, les feuilles des plantes, les vénations des plantes, il y a les ramifications. Et cette ramification est associée avec un grandissement sur le bord. Ça veut dire sur le bord ça grandit, ça veut dire il y a un grand gradient au bord et ça fait nous penser à l'expérience avec la grande mobilité. Mais quand on a un diffusive growth, une growth comme la méduse qui est homogène, spatialement homogène, on voit les boucles peuvent apparaître. Ça veut dire on voit ça dans les plantes aussi. Et je ne sais pas comment les poumons poussent exactement, mais ça fait nous rêver parce que les poumons, notre poumon, ils sont complètement ramifiés. Mais les poumons des oiseaux, ils sont des boucles. Comme ça, ils peuvent mieux respirer, ils peuvent voler toute la nuit sans s'arrêter. Et là, on voit aussi cette transition de ramification et les boucles. Et enfin, aussi dans les matières mortes, les rivières, normalement, ça se ramifie, ça c'est classique, on sait tout. Mais dans les river deltas, qu'on voit ici une dizaine de river deltas, les rivières, le delta de rivières, on voit que ça boucle aussi. Et on pense que tous ces phénomènes sont liés à un gradient très concentré et il n'y a pas de boucles. Et quand le gradient est très vaste, il y a des boucles. Et avec ça, j'espère que je vous amené dans le monde de la méduse et le monde des réseaux qui se ramifient. Et il y a beaucoup de gens qui sont aidés pour faire tout ça. Et encore une fois, Solène, Stanislav, Camille Cambini, qui n'est pas sur l'écran maintenant, mais qui sont tous travaillés sur la méduse, Camille sur les plantes, Célène sur les craques, Stéphane aussi surtout, et Piotr Tsimsak qui travaille surtout sur la théorie de ramification sur l'hydrodynamique et les craques en fait. On fait des projets ensemble. Et bien sûr Léna qui nous aide à soigner les méduses. Je vous remercie.